bonjour. Vous êtes Yves Gernigon, vous êtes candidat aux Européennes 2024 du Parti fédéraliste européen. Vous êtes le président et le fondateur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce dialogue européen. Nous avons, nous, Europa Nova, publié un rapport issu d'un dialogue avec 50 personnalités européennes sur les questions qui se posent dans le futur européen post-guerre et post-Covid. La tectonique des plaques dans le monde a changé et peut-être que la place de l'Europe est différente. Donc on s'est interrogé sur ces questions du futur. Mais vous, Monsieur Gernigon, quelles sont vos priorités? Alors déjà, je voudrais vous remercier pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de parler des questions européennes. Alors, les trois priorités, si je devrais en choisir uniquement trois, ce serait ma première priorité, ça concernerait la question migratoire. Depuis un moment, on voit que l'Europe est confrontée à des défis migratoires. On a des vagues migratoires de plus en plus importantes qui ne vont pas faiblir, il me semble, et qui commencent à submerger notre continent. Donc je pense que il faut vraiment réagir sur ce sujet-là. Je suis un peu en désaccord avec les solutions proposées par Madame von der Leyen, qui ne veut pas mettre un sou dans la construction de frontières en dur, mais s'accommode avec des États tiers à l'Union européenne, par exemple la Libye ou la Turquie ou la Tunisie, pour conclure des accords afin que ces pays retiennent l'immigration. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Je pense que l'Europe doit se saisir de cette occasion, de cette compétence et avoir un véritable corps de garde-côtes et de garde-frontières. C'est-à-dire que pour moi, il faut transformer Frontex, qui commence à avoir une dérive plutôt en faveur de la défense des migrants illégaux. Et je pense qu'il faut vraiment transformer Frontex, mettre les moyens qu'il faut pour la transformer en véritable corps de garde-côtes et de garde-frontières. Et votre deuxième priorité? Alors, ma deuxième priorité, je pense que ce serait faire en Europe de créer un champion de l'intelligence artificielle. Parce que là, on arrive à une quatrième révolution technologique. Je pense que la question de l'intelligence artificielle sera primordiale dans le développement des sociétés, dans les gains de productivité, et fera en sorte que nos entreprises européennes seront compétitives dans les échanges mondiaux. Alors, c'est pas simple de créer des géants européens technologie, mais c'est indispensable parce que la grandeur d'un ensemble politique, la grandeur d'un État, d'une nation, réside dans la maîtrise technologique. Alors, ça se fera sûrement pas par des sociétés privées, je pense, comme ça se fait aux USA, où on a une masse de capitaux privés gigantesques. De la recherche et développement x10 par rapport à l'investissement européen. Exactement. Et je pense que là, on doit jouer sur notre spécificité européenne, c'est-à-dire l'entrée de la puissance publique au service du développement de grandes technologies et de grands champions. On l'a fait pour l'espace, où il y avait vraiment un appui de la puissance publique. Donc finalement, une coopération privée-publique à l'échelle européenne pour plus d'innovation. Exactement. Et quelle est votre troisième priorité? Alors la troisième priorité, ça concerne la citoyenneté européenne. Je pense qu'il faut remettre de la démocratie au sein de l'Union européenne, retisser le lien entre des institutions européennes et les citoyens qui se trouvent vraiment trop éloignés des affaires à Bruxelles. Et je pense que là, il y a un véritable glissement, moi, qui m'inquiète, de voir ne pas s'ériger un modèle traditionnel, étatique, avec un contrôle démocratique pour l'Europe, mais d'avoir, on assiste là à une espèce de dérive impérialiste d'Europe,
où le citoyen, où on a des institutions, on a un Parlement certes, mais qui ne représente très peu les citoyens et qui n'a pas beaucoup de contrôle et qui a de moins en moins de contrôle sur les décisions de la Commission. Et une piste concrète, par exemple, pour y arriver sur cette citoyenneté, est-ce que vous avez une idée qui vous tient à cœur? Alors moi, pour l'instant, ça va être très dur. Pour moi, l'idéal, ce serait bien évidemment d'avoir des institutions de type fédéral, hein, puisque là, on a un contrôle à la fois des représentants des États qui contrôlent leur intérêt, et aussi on a un contrôle de la part des citoyens sur les sujets majeurs. Merci. Quel est votre point de vue sur l'élargissement de l'Union européenne? Alors, pour moi, l'élargissement, pour l'instant, les élargissements, je suis pour véritablement stopper l'élargissement. Hein, déjà, on a eu le grand élargissement il y a 20 ans, l'élargissement de 2004 à des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Rétrospectivement, je pense que ça c'est bien. Il y a eu des effets positifs, hein, mais c'était avant tout des effets économiques, et ça a été un bienfait pour le développement économique, à la fois pour les États occidentaux, les États d'Europe occidentale qui ont pu développer, reprendre des groupes dans des pays de l'Est, développer leur marché, et aussi pour la contrepartie, c'était pour ces nouveaux rentrants venant de l'Est de refaire leur structure. Par exemple, d'avoir des infrastructures complètement nouvelles financées par l'Europe. Donc il y avait un deal gagnant-gagnant. Maintenant, le grand perdant quand même, ce sont une partie des citoyens européens. Et ça, je trouve ça extrêmement dommageable pour l'envie d'Europe. Hein, comment voulez-vous être pour une Europe si vous avez affaire à une concurrence, à un dumping social de la part surtout pour les travailleurs non qualifiés, de la part d'habitants d'Europe, ou en Bulgarie ou en Roumanie, le salaire minimum, je crois, qu'est entre 400 € et 600 €. Donc on voit énormément de délocalisation, oui. Et ça, c'est un peu le revers négatif de la médaille. Alors dites-moi si j'ai bien compris. Donc en fait, vous n'êtes pas opposé complètement à l'élargissement dans l'absolu. Par contre, vous souhaitez avoir des garde-fous et un travail amont avant tout nouveau pays entrant dans l'Union européenne. C'est ça votre position? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je veux analyser les élargissements à l'aune de l'intérêt des Européens. C'est-à-dire, et là, il y a un gros problème actuellement sur les futurs élargissements, puisqu'il est question d'élargir l'Union à l'Ukraine, la Géorgie, hein, la Moldavie. Et donc là, on a affaire à des ex-républiques soviétiques, ce qui ne va pas être sans danger. Et là, on attaque vraiment des problèmes géopolitiques. C'est-à-dire qu'on s'attaque à des problèmes géopolitiques qui ne sont pas sans danger. Puisque là, on a l'intérêt... Donc, devoir de vigilance. Exactement. Européenne. Et puis de se dire que l'intérêt du citoyen européen, quand même, c'était de vivre en relative bonne intelligence avec le géant russe. C'est-à-dire que là, la donne a changé. La donne a complètement changé, donc il faut revoir un peu nos plans. Mais normalement, l'intérêt des Européens, c'était d'avoir des États tampons, hein, ce qu'on appelle les marches de l'Europe, avec les républiques biélorusses et ukrainiennes, qui séparaient un petit peu l'ensemble occidental européen et la Russie. Donc prenons notre temps. Cela dit, la guerre est à nos portes. Quel est votre point de vue sur la défense? Vous l'imaginez nationale, comme elle l'est finalement aujourd'hui, ou vous l'imaginez à l'échelle de l'Europe, uniquement de l'Europe, et donc quelle défense pour demain face à la guerre qui s'est invitée en Europe? Oui, et c'est une très bonne question. Alors moi je dirais en préambule qu'il ne faut pas confondre l'armée européenne et la défense européenne, qui sont deux choses différentes. L'armée européenne, pour l'instant, il faut temporiser, on n'y arrivera pas. Aucun soldat n'ira mourir pour Madame van der Leyen ou pour le traité de Lisbonne. Ça, un militaire meurt pour son pays, meurt pour sa patrie. Donc avoir une armée européenne, pour l'instant, c'est complètement exclu. Maintenant, je crois qu'il y a la défense européenne a déjà pris une réalité, hein, c'est-à-dire, alors, il ne faut pas se cacher les choses, hein, ça se fait au sein de l'OTAN, c'est-à-dire qu'on a des exercices communs, on a
des matériaux qui sont compatibles, mais je crois qu'il faut aller déjà dans la mise en place d'une industrie de la défense, par exemple. Donc toujours avec votre idée d'une Europe économique forte, et la défense pourrait être aussi une illustration de cette Europe forte, plus forte aujourd'hui économiquement. Oui. Merci. Que pensez-vous de l'harmonisation du droit en Europe? Vous savez, par exemple, le droit des familles, quand vous divorcez, quand il y a des couples mixtes, c'est-à-dire, je ne sais pas, un père allemand et une mère française, en cas de divorce, vous savez que le droit privé, par exemple, européen, souffre un peu d'une exéquature souvent des décisions, puisque ça dépend en fait de chaque pays, ce qui rend les décisions, même européennes, difficiles à appliquer. Ça, c'est un cas dans le droit privé. Et un autre cas, c'est les entreprises, et je m'adresse à un chef d'entreprise aussi que vous êtes. Les entreprises peuvent être parfois empêchées dans leur développement européen, même à l'intérieur du marché européen, par des réglementations, des normes, des taux de TVA, enfin avec une variété de règles pour les entreprises, et notamment les moyennes et les petites entreprises. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'une harmonisation plus forte aujourd'hui en Europe sur le droit des affaires, par exemple? Il y a un code européen du droit des affaires qui est sorti récemment, mais qui n'a pas du tout été une commande de l'Union européenne, qui a été une initiative de 20 juristes bénévoles qui finalement se sont mis à la tâche sans commande, et il y a une première monture qui est sortie et qui mérite peut-être d'être portée ou pas. Mais là, je m'adresse au chef d'entreprise que vous êtes, à l'entrepreneur européen. Quelle est votre vision sur cette simplification, cette harmonisation? Des candidats m'ont dit que c'était illusoire, comme M. Bardella. Vous, quelle est votre opinion sur ce sujet? Et moi, je suis tout à fait d'accord sur la mise en place d'un code européen des affaires. Hein. Pour moi, c'est le prolongement du grand marché. Voire même c'est son aboutissement. C'est la création de l'Europe, de la communauté européenne. Hein. Donc s'il s'agit d'aider les PME, PMI à conclure des marchés à travers l'Europe, sous réserve de réciprocité, hein, bien évidemment. Hein. Il faut que tout le monde puisse commercer au sein de l'Europe, et il n'y a pas de problème. Moi je trouve ça génial, c'est vraiment quelque chose qui s'impose pour vraiment booster notre économie. Ça, c'est évident. Par contre, dans le domaine privé, moi, je pense que les États doivent garder leurs prérogatives. C'est-à-dire, je ne veux pas que Bruxelles, sensibilité différente, voilà, s'érige en État jacobin et s'occupe de tout, hein, du droit des familles. On a vu actuellement l'harmonisation du permis de conduire. Moi, je trouve ça... non, ce n'est pas le rôle de Bruxelles de se préoccuper de ce genre de dispositions. Les États, pour moi, au sein de l'Union européenne, les États restent souverains. C'est-à-dire la souveraineté réside dans les peuples de chaque État. Voilà. Et retransmettre... Donc unis dans la diversité. Voilà, et retransmettre, exactement, c'est la devise de l'Europe, et transmettre volontairement des compétences à l'Union européenne. Voilà. Et je ne veux pas l'inverse, c'est-à-dire qu'une Union européenne un peu tentaculaire, qui s'érige en Léviathan, vienne régir la vie des Européens, dans le droit de la famille, la religion. Sinon, si on y va comme ça, hein, la liberté religieuse par le juge européen, le truchement de la CEDH, on pourrait très bien supprimer la laïcité en France, hein, parce que c'est un frein à la pratique religieuse de certaines communautés. Donc le respect des identités. Complètement. Quelle est l'action dont vous êtes le plus fier dans votre action politique européenne depuis des années? Votre parti a été créé quand vous l'avez fondé? C'était 2000, c'était pour les élections 2014. Voilà. Quelle est l'action européenne dans ce cadre-là dont vous êtes le plus fier? Alors moi, c'est justement la création de ce parti, parce que moi, je n'ai pas de mandat. Hein, je n'interviens pas à Bruxelles, je ne porte pas de loi dans l'enceinte parlementaire. Moi, j'interviens à titre de simple citoyen. Et donc, moi, ce dont je suis plus fier, c'est ça. C'est la création d'un parti transnational
puisqu'au départ, en 2014, nous voulions monter des listes dans toute l'Europe, avoir le même programme partout et exercer notre droit à la citoyenneté, à faire la politique au grade du citoyen lambda. Voilà. Donc c'était pas un parti d'élite, c'était pas un parti d'élus, c'était un parti citoyen. Et donc c'était une réalisation qui a connu des hauts et des bas, mais c'est une réalisation qui est unique, voilà, dans l'histoire exactement. politique de la France. Alors là, on quitte le champ un peu politique. Vous avez parlé du mot citoyen. Là, je m'adresse aux citoyens. Monsieur Gerguignon, le citoyen, l'entrepreneur européen. Je m'adresse à l'homme finalement. Et vous prétendez donc finalement défendre votre position au niveau européen en étant député. Il y en aura 81 en France qui vont être élus le 9 juin. Où vous est venue cette passion européenne, cette envie d'Europe à titre plus personnel? Quel a été le déclic pour finalement cette envie d'Europe? Comment elle est née chez vous en tant qu'homme et citoyen? Alors, moi, j'ai longtemps vécu dans une zone transfrontalière entre la Belgique et la France. Donc, le passage était complètement évident. Dans quel endroit? C'était à Lille. À Lille, qui est carrément à cheval sur la frontière. Avec plusieurs langues. Exactement. Et aussi à la limite, la limite linguistique entre l'Europe romane et l'Europe germanique. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était complètement naturel d'évoluer dans cette culture, ce milieu très européen où il n'y avait pas de frontières. Et après, vous êtes breton, vous êtes aussi dans une zone de la France qui est ouverte au monde et historiquement qui connaît les échanges internationaux. Mais qui est beaucoup plus tourné vers l'Atlantique. Tout à fait. Voilà. Et donc, après, c'est les voyages à l'étranger, j'étais un peu plus loin en Afrique, en Asie, et là, c'est vrai qu'on ressent dans sa chair un changement de civilisation, un changement de vous avez une identité européenne qui s'est révélée dans vos voyages. Exactement, et on le sent quand on est à l'étranger, on se dit « Ah, c'est vraiment pas l'Europe ». Les valeurs peut-être. Et alors qu'on retrouve toujours quand vous... Et après, donc, je me suis impliqué dans la politique européenne, le militantisme européen, et ça m'a fait voyager à travers l'Europe, et c'est là qu'on ressent on sent qu'il y a une véritable civilisation européenne. Ça peut passer par l'architecture, ça peut passer par la gastronomie, ça peut passer par la culture, les images, la religion, enfin les représentations religieuses. On sent vraiment qu'il y a une culture, une civilisation européenne avec des cultures nationales. Merci, Monsieur Gerguignon, d'être venu à Europa Nova. C'est moi qui vous remercie. Merci.